Bonjour Jérôme Sadier, heureux de vous accueillir. Bonjour et merci. Bienvenue, vous êtes donc le président de SS France. C'est quoi? C'est la voie de référence de l'économie sociale et solidaire? La voie, j'espère, de référence, faut l'espérer aussi, c'est l'organisation qui fédère tous les réseaux d'acteurs français de l'économie sociale et solidaire dans leur grande diversité de structures, celles que les Français connaissent, les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et les entrepreneurs sociaux, et puis dans différents secteurs d'activité également, ça va des actions de solidarité jusqu'à la finance solidaire, en passant par la distribution coopérative, les banques coopératives, la coopération agricole, enfin... Voilà, très grande diversité. C'est quoi? C'est combien d'entreprises ou d'entités d'ailleurs répertoriées aujourd'hui en France? C'est entre 200 et 300 000 entités répertoriées. On a un peu de mal sur le fait de répertorier tout le monde, à vrai dire. Et c'est 13 à 14% de l'emploi salarié privé en France. Quand même, aussi, c'est très divers, hein, encore une fois. On parle d'entités en fonction de leur statut et de leur finalité, mais donc dans des activités qui sont extrêmement diverses en France. Il y a peu d'activités qui résistent, entre guillemets, à l'économie sociale et solidaire. Après, on dit que c'est 10% du PIB français. Bon, moi, j'ai du mal à utiliser la notion de PIB pour qualifier l'économie sociale et solidaire. Mais bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de l'engagement, en fait. La plupart de nos structures fonctionnent avec des bénévoles. Des gens qui s'engagent. Certes, il y a des salariés, il y a des dirigeants, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a surtout des gens qui s'engagent. C'est particulièrement vrai dans le monde associatif, c'est vrai dans le monde mutualiste. Donc en fait, la plus-value, entre guillemets, de l'engagement de ces personnes-là pour rendre des services, pour participer à la conception d'activités avec d'autres, ce n'est pas mesuré par le PIB pour le coup. Et je pense que si on devait vraiment mesurer l'impact, comme on dit de nos jours, ça serait beaucoup plus important que ça. Vous l'avez dit, la diversité de l'économie sociale et solidaire, c'est impressionnant. C'est à la fois une force, mais est-ce que c'est aussi un peu une faiblesse? Alors, c'est une force économique et sociale, assurément, je dirais même démocratique à certains égards, parce que ça veut dire qu'on est capable, dans plein d'activités différentes, en fait, de faire de l'économie autrement, d'entreprendre autremement. Par contre, pour en parler collectivement, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand on arrive à intéresser les gens à l'ESS, ils disent « Ah oui, tiens, je comprends, oui, c'est Emmaüs, c'est... » En fait, non, c'est tellement de choses différentes que, voilà, c'est un peu compliqué. Et pour avoir été du côté pouvoir public, puisque j'ai travaillé à Bercy avec Benoît Hamon, quand on a dû expliquer aux fonctionnaires de Bercy ce que c'était que l'ESS, c'est vrai que c'était un peu compliqué, parce qu'on leur désignait la péniche Emmaüs qui était juste en bas, on leur désignait le siège du groupe BPCE en face, le siège des centres Leclerc pas loin. Donc c'est vrai que c'est difficile à appréhender comme ça, mais notre force aujourd'hui quand même, c'est que l'acronyme ESS est a priori parlant pour ceux qui pensent que l'économie doit fonctionner autrement. Donc, et vous êtes là aussi, c'est l'une des missions de SS France pour faire la promotion de cette économie, la faire connaître. Exactement. Nous, notre sujet, c'est d'expliquer que, a fortiori, avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, on a besoin de faire fonctionner l'économie autrement. Évidemment qu'on ne peut pas convertir toute l'économie d'un pays sous des formes d'économie sociale et solidaire. C'est pas, à mon avis, le sujet, en fait. C'est pas en tout cas l'objectif que nous poursuivons. Notre objectif, c'est de faire reconnaître déjà la diversité entrepreneuriale et la diversité des fondamentaux économiques qui sous-tendent cette diversité entrepreneuriale. Et c'est vrai qu'elle est méconnue, elle est peu enseignée. Pourtant, elle a précédé l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Moi, j'appellerais conventionnelle, une société de capitaux pour l'essentiel. Mais en fait, avant l'essor du capitalisme, l'essentiel de l'économie, c'était une économie communautaire, solidaire, mue par des valeurs collectives, avec ses propres inconvénients par ailleurs. Vous pouvez revenir, mais ça, c'est de l'histoire pour le coup. Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite finalement, c'est que on soit reconnu d'abord en tant que diversité entrepreneuriale, d'être traité comme tel par les pouvoirs publics, d'avoir des outils de financement qui nous sont adaptés également. Et puis, ce que nous faisons, c'est ce que nous pensons, peut-être bien pas très modeste, mais que la norme de l'économie de demain, des entreprises de demain, doit évoluer en partie en s'inspirant de ce que nous sommes. En préparant l'émission, j'ai retrouvé cette tribune que vous aviez publiée en mai 2020. Le titre, c'était « Pour que les jours d'après soient les jours heureux ». Alors, mai 2020, on était à la sortie du premier confinement. Comment vous dire, on a pris 2 ans d'épidémie depuis, et on ne l'imaginait pas à l'époque. Est-ce que cet objectif, il tient toujours ? Oui, il tient toujours, mais si je reviens donc 2 ans avant, moi, ce qui m'avait frappé, parce que c'était une tribune personnelle, c'était pas une tribune collective, alors c'est pas un coup de gueule non plus, mais j'étais frappé à l'époque par la réaction assez instinctive de beaucoup de gens qui se disaient quand même, il y a un truc qui nous a échappé, on est dans cette situation-là.
remettre dans le contexte aussi, hein, on n'avait pas de masques parce qu'on ne savait pas les fabriquer, on n'avait pas de médicaments parce qu'on ne savait plus fabriquer le Doliprane et autres, on n'avait pas de vaccins parce que notre industrie en fait ne savait plus les fabriquer elle-même, etc. Il y avait une prise de conscience brutale de notre dépendance oui, et puis même à la au-delà de ça, globalisation. on est censé avoir l'un des meilleurs systèmes de santé hospitaliers du monde, et on s'est retrouvé dans une situation assez complexe et tendue. Et donc je me suis dit, mais cette prise de conscience collective qui consiste à dire, bon, on ne peut pas repartir comme avant une fois qu'on sera sorti de tout ça est bien, mais à vrai dire, ça ne va pas se faire tout seul. Donc c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, mais ça ne sera pas mécanique. Donc il faut construire les choses. Et donc mon appel dans cette tribune, c'était que les acteurs de l'économie sociale, mais au-delà de ça, commencent à réfléchir sur le monde d'après, en espérant au passage que les pouvoirs publics profiteraient de la relance prévue pour changer un certain nombre de mécanismes. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui est en train de se faire ? Non. Pourquoi ? Malheureusement, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, si, il y a une raison évidente et parfaitement compréhensible, c'est que, et j'envie personne dans cette situation, donc, mais le fait est que le quoi qu'il en coûte a d'abord eu pour objectif de récupérer les points de croissance perdus. Et puis on le voit d'ailleurs, quand le gouvernement annonce 7% de croissance, ça ne fait que en partie compenser les 8 perdus de l'année précédente. Donc on a reconstitué l'économie en la mettant sous perfusion, mais fondamentalement il n'y a pas grand-chose à ce stade en tout cas qui a changé. Nous avions fait des propositions pour que l'économie sociale et solidaire participe de l'effort de relance et de transformation de l'économie. A fortiori, à cause du quoi qu'il en coûte. Parce que le quoi qu'il en coûte, il va coûter des dizaines et des dizaines de milliards en fait aux Français. Peut-être qu'on devra les rembourser dans les années qui viennent, mais quitte à ce qu'on s'endette, quitte à ce qu'on fasse cet effort collectif, autant qu'il soit orienté vers un autre fonctionnement de l'économie, au moins pour partie, et qu'on s'attache à ce que, notamment sur certaines filières d'activité, il y a de la relocalisation notamment, il y a d'autres façons de fonctionner collectivement également, au plus près des besoins des territoires, qu'on ne se retrouve pas dans des situations très complexes, très tendues, qui ont été les nôtres. Alors, il y a beaucoup d'enjeux européens à évoquer avec vous. D'abord, ce plan d'action qui a été annoncé le 9 décembre dernier, qui vise à développer l'économie sociale. C'est quoi la philosophie générale du plan d'action ? Oui. Déjà, c'est une victoire. Évidemment qu'on peut toujours, et a fortiori dans les sujets européens, voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et ça, c'est consubstantiel aux sujets européens. Mais c'est une victoire parce que ça fait quand même pas mal d'années que les organisations d'économie sociale en Europe, on ne dit pas et solidaire en Europe, mais c'est encore un autre débat. Ok, bon, donc ça s'appelle l'économie sociale quand on est au niveau européen. Et qui se mobilise et qui a eu le sentiment de ne pas trop être entendu. Ça fait depuis 2014, en fait, qu'on essayait de pousser l'idée auprès de la Commission qu'il faudrait un jour avoir une ambition pour l'économie sociale en Europe, parce qu'elle existe à peu près partout en Europe, là aussi dans des formes d'activités diverses et variées, et elle pèse environ 6-7% de l'emploi salarié en Europe, ce qui n'est pas complètement neutre. Oui, moi j'ai trouvé ces chiffres, 2 800 000 entités de l'économie sociale qui emploient 13 600 000 personnes en Europe. C'est pas rien. C'est pas rien, alors c'est une moyenne, enfin après on fait des moyennes, donc ça fait 6-7% de l'emploi en Europe. Et évidemment que selon les pays, ça n'a pas les mêmes réalités non plus. Néanmoins, c'est aujourd'hui, c'est notre conviction et qu'on essaie de porter depuis des années, assez structurant dans les politiques de cohésion sociale et territoriale, voire même parfois dans certains secteurs industriels. Et d'ailleurs, la Commission européenne a reconnu que dans le plan industriel qu'elle essaie de mettre en place, et c'est Thierry Breton, le commissaire européen, qui l'a formalisé, l'un des 14 écosystèmes industriels de l'Europe, c'est l'économie sociale et solidaire. Parce que dans certains pays, elle est une composante essentielle à l'industrie. C'est le cas en Espagne notamment, par exemple. Et puis dans le monde financier, la banque coopérative en Europe est un acteur majeur. C'est, je crois, 20%, me semble-t-il, des Européens qui sont dans une banque coopérative, et dans certains pays, comme en France, c'est plus de 50%, par exemple. Oui, donc c'est d'abord une reconnaissance, et puis ensuite c'est des moyens, j'imagine. Alors c'est des moyens, mais qui ne peuvent pas être déconnectés de la reconnaissance pleine et entière. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la façon dont l'Europe fonctionne, il y a une régulation des activités, pas des formes entrepreneuriales. Et d'ailleurs, les traités européens reconnaissent qu'il y a une forme d'activité, qui est l'entreprise de capitaux, lucrative, etc. Les traités définissent la non-lucrativité seulement pour les activités non marchandes, d'intérêt général. Mais l'entre-deux, c'est-à-dire l'économie sociale,
n'existe pas. Elle n'est pas définie au niveau européen. Elle n'est pas définie. Alors, si on remonte au traité fondateur, les coopératives étaient identifiées. Ouais. Donc, il y a certaines d'entre elles, en fonction de la forme qu'elles prennent. Mais tout l'entrepreneuriat qui se situe entre les deux, qui essaye d'avoir un impact sur l'intérêt général, qui ne cherche pas le profit à tout prix, qui réinvestit tout, n'est pas reconnu juridiquement. Bah oui, donc il faut d'abord être reconnu juridiquement pour ensuite avoir accéder à, c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Et à de la manne européenne. C'est ce qu'on essaie de promouvoir, mais là, le plan d'action n'y répond pas pour le coup. Ouais. Le plan d'action encourage la reconnaissance et la promotion au niveau des États-nations de dispositifs législatifs, réglementaires qui viseraient à qualifier État par État ces réalités-là. Ouais. Mais au niveau européen, il n'y a pas de volonté de consolider les choses. Et nous souhaitons soit qu'il y ait une définition de l'économie sociale au niveau européen, ce qui peut être politiquement compliqué, parce que beaucoup d'États ne reconnaissent pas encore cette forme-là, là aussi pour des raisons historiques parfois. Les pays nordiques n'en ont pas eu besoin, les pays de l'Est ont eu d'autres expériences, soit promouvoir une définition de la lucrativité limitée ou de la non-lucrativité différente. Voilà. Dans ce marché européen, moi j'emploie ce terme-là, la place de la France, de l'ESS française, elle pèse plutôt lourd, on est plutôt en avance, plutôt en retard par rapport à d'autres pays? Elle est très en avance, elle est même assez pionnière, on va dire, en fait, sur les différentes formes d'économie sociale et solidaire. Il faut rappeler que les statuts de mutuelles ont été quasiment inventés en France, les banques coopératives en France et en Allemagne en même temps. On a des géants de l'économie sociale et solidaire en France? Ouais, je pense au groupe SOS par exemple, il y en a évidemment qu'on a des géants. Enfin, historiquement, le monde mutualiste aujourd'hui pèse la majorité de la protection sociale française, déjà pour commencer. Vrai. Dans la banque de détail, les banques coopératives sont largement majoritaires. Ce sont même, on ne le sait pas, c'est elles qui ont créé l'activité de crédit aux particuliers. Si aujourd'hui vous faites un crédit pour acheter un appartement ou une maison, c'est parce que les banques coopératives ont créé cette activité-là à une époque où la banque telle qu'elle existait finançait la révolution industrielle, finançait les grandes entreprises, mais pas les particuliers. De la même façon, les mutuelles d'assurance ont créé l'activité parce qu'il y a un siècle, on ne permettait pas aux gens de s'assurer contre l'incendie, a fortiori contre les bris de voiture, parce que ça n'existait pas encore forcément. Mais c'est une question presque philosophique. Je vous posais la question de la taille. Est-ce qu'on peut garder les valeurs de l'économie sociale et solidaire en grandissant et jusqu'où? C'est une excellente question. C'est l'une des problématiques de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, parce que pour différentes raisons, alors soit parce que la régulation, notamment dans le secteur financier, y encourage, soit parce que les enjeux économiques de marché ou de financement des activités sont de plus en plus importants, il y a besoin de lever des fonds, etc. Donc ça engendre un mouvement de concentration. Et c'est vrai que faire respecter les données qui sont fondamentales dans ces sociétés de personnes, à savoir que ce sont des personnes à égalité qui s'engagent, qui mettent de l'argent en commun, qui décident de décider ensemble, etc. C'est vrai que le faire à quelques centaines, c'est pas la même chose que le faire à plusieurs millions. Voilà. Et on a des géants, notamment des mutuelles, notamment des banques, des groupes associatifs, dans l'éducation populaire notamment, dans le monde du sanitaire et social, qui ont parfois un peu de mal à faire vivre encore cet esprit collectif et démocratique dans ces structures-là. Mais beaucoup de choses se font, y compris dans le monde décrié des coopératives agricoles qui travaillent sur leur propre gouvernance pour voir comment il y a un vrai retour vers les coopérateurs. Donc il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et donc il faudra bien qu'on arrive à concilier les deux, parce que moi je suis contre le small is beautiful dans l'affaire. C'est très bien, les petites structures à l'échelle locale, c'est parfait, je critique pas. Mais il faut aussi qu'on ait des ambitions. Et si on a... Moi je suis... Mais est-ce qu'il y a on parle d'Europe, est-ce qu'il y a de la concurrence entre structures? Oui, au sein de l'économie sociale et solidaire. En France, oui. Oui. En Europe, non. Oui. En France, oui, bien sûr. Il y a des marchés où les principaux concurrents sont des concurrents du monde mutualiste entre eux, du monde coopératif entre eux, bien sûr. Comprend. La grande distribution, par exemple. Oui. On ne le sait pas, mais les leaders de la grande distribution sont des leaders coopératifs. Leclerc, Intermarché, Système U sont des coopératives d'entrepreneurs, effectivement. Mais c'est eux qui marchent le mieux et c'est eux qui se font plus concurrence, pour le coup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, mon sujet, c'est qu'on ait des ambitions qui nous permettent de faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, et pour ça, il y a cet événement organisé à Bercy ce 17 février. Les ministres et secrétaires d'État européens chargés de l'économie sociale qui sont réunis. Est-ce que c'est une première déjà ?
Alors, c'est à cette échelle-là, oui. Ouais. Mais il y a évidemment eu auparavant déjà d'autres initiatives visant à regrouper des gouvernements, alors, soit européens, soit au plan international, qui étaient des gouvernements volontaires sur ces sujets-là. Au niveau international, il y a eu des initiatives qui embarquaient des pays de tous les continents, hein, le Canada, la Corée du Sud, qui est un grand pays d'économie sociale, le Japon, qui est un gros pays coopératif, des pays d'Amérique du Sud, etc. En Europe, il y a quelques années maintenant, plusieurs États fédérés autour de la déclaration de Luxembourg, fédérer les États qui étaient les plus en avance, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique notamment, ce sont les principaux États marrant, c'est plutôt les pays du sud de l'Europe que vous citez. Oui. Moi, intuitivement, c'est un cliché, je me suis dit, tiens, elle s'est plutôt développée dans le nord de l'Europe, l'économie Non, en sociale. fait, parce que l'État-providence des États scandinaves, par exemple, les a longtemps exonérés d'avoir des formes d'entrepreneuriat qui essaieraient de faire prévoir l'intérêt général, parce que le poids du public, ou de la régulation publique, pas forcément des acteurs publics, l'emportait. Donc non, les pays scandinaves ont des coopératives, il est vrai, mais pas forcément d'autres formes d'économie sociale. La Grande-Bretagne a longtemps été un pays très coopératif et mutualiste, par exemple. Le président Thatcher, et donc, je reviens, pardon de vous interrompre, à ce sommet. C'est pas seulement symbolique. Qu'est-ce qui peut en ressortir là? On réunit les ministres, les secrétaires d'État de l'économie sociale. En fait, le plan d'action à ce stade, il dit quelles sont les ambitions que la Commission aimerait mettre en œuvre. Donc, elle détaille des systèmes nationaux, des outils financiers, la place dans les marchés publics, etc. Mais sur ces sujets-là, la plupart du temps, les politiques publiques sont du ressort national. Donc il y a besoin que les États ensuite se mettent d'accord sur des recommandations à la Commission pour faire des choses. L'enjeu du 17 février, sous la présidence française et avec l'énergie de notre secrétaire d'État Olivia Grégoire, c'est de motiver les gouvernements européens pour que chacun dans son domaine envisage de faire quelque chose en appuyant ce plan et que collectivement, ils donnent des recommandations à la Commission pour faire. Et ça, pour le coup, c'est nouveau. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il n'y a jamais eu ce moteur de la Commission européenne derrière. Mais par contre, les recommandations, il ne faut pas les attendre avant début 2023 maintenant. L'économie sociale, le futur de l'Europe, hein, c'est je l'ai dit tout à l'heure, le titre on va dire, de cet événement qui va se prolonger les 5 et 6 mai à Strasbourg. Moi, en préparant l'émission, évidemment, forcément, j'ai pensé à la loi Pacte qui fête ses 2 ans, au mouvement des entreprises à mission. Est-ce que vous le percevez comme une concurrence de l'économie sociale et solidaire, ou alors au contraire, finalement, vous dites, nos principes, ils sont en train de se diffuser, d'infuser dans l'économie? Moi, je ne le vis pas du tout en concurrence. Je ne vous cacherai pas que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, certains sont plus circonspects, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais moi, je prends ce qui est à prendre. C'est-à-dire que le fait de constater que dans le monde de l'économie et entrepreneuriale, de manière générale, certains se posent des questions sur la meilleure façon aujourd'hui d'appréhender des enjeux qui les dépassent, de réorganiser leur façon de faire, je pense que ça va dans le bon sens. On peut critiquer ou regretter le fait que la loi Pacte n'aille pas assez loin, c'est mon cas par exemple. Mais moi ce que je retiens, c'est que dans notre histoire économique, jamais les entreprises n'ont été confrontées à autant de défis en même temps, voire d'injonctions contradictoires. Si je résume, vous devez être évidemment rentable, quel que soit le modèle, quels que soient les apporteurs de fonds. Vous devez être exemplaire dans le dialogue social, évidemment, respecter la loi, mais voire plus. Être attractif pour les nouveaux salariés, notamment pour les plus jeunes qui cherchent à travailler autrement et qui ont parfois du mal avec certaines organisations, des grosses organisations, même parfois avec le statut de salarié. Vous devez être responsable vis-à-vis des territoires sur lesquels vous êtes, notamment en termes de conséquences en matière d'emploi, vis-à-vis des sous-traitants, etc. Vous devez être également transparent vis-à-vis des consommateurs qui votent de plus en plus avec leurs pieds. Et puis évidemment, vous devez être soucieux de votre impact environnemental, le quantifier déjà, et ne pas faire que de la compensation en plantant des arbres à l'autre bout de la planète, réinterroger votre modèle. Aucun modèle d'entreprise, mais d'ailleurs pas forcément ceux de l'ESS non plus, sont adaptés pour appréhender. Personne peut cocher toutes les cases. Non, personne, et personne n'est formé pour ça. Et nos structures d'entreprise, même si je pense que dans l'ESS on a un avantage, parce qu'on associe plus directement l'ensemble des parties prenantes, donc on prend plus facilement en compte les intérêts divers et variés qui peuvent exister, contrairement à une entreprise de capitaux qui trop souvent ne pense rendre de compte qu'à ses actionnaires, parce qu'on a une conception en France de la propriété de l'entreprise qui est celle des actionnaires, des apporteurs de capitaux, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens, par exemple. Donc je pense qu'il faut qu'on se
précipite, à vrai dire, sur le moment dans lequel nous sommes, parce que les enjeux sont là, parce que on est dans une phase de conversion de l'économie, parce qu'on s'interroge sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie aussi. Je pense qu'on a intérêt à se saisir de tout ça pour essayer d'inventer de nouvelles façons de faire fonctionner les entreprises. Il faudra du temps. Il n'y a aucun modèle statutaire qui répond aujourd'hui, aucune loi qui répond à l'ensemble des enjeux non plus. On voit qu'il se passe des choses bien, parfois plus difficilement dans certaines entreprises. On voit bien qu'ils sont devenus entreprises à mission, mais ça reste compliqué quand même. Donc on a des années de travail devant nous. Moi, je suis pour la convergence dans l'affaire. Je suis pour l'inspiration. Et je pense que l'ESS a vocation à, si ce n'est à être elle-même, du moins, elle a vocation à inspirer la norme de l'économie de demain. Vous disiez la loi Pacte, elle ne va pas assez loin. Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus, d'après vous ? Moi, je l'ai dit, alors déjà, avant la loi, je l'avais dit à Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard quand ils ont fait leur rapport. Je leur ai dit, le comité de mission, c'est bien, par exemple, mais je leur ai dit, la raison d'être, bon, ça risque d'être cosmétique. C'est un peu vrai. Ça peut l'être, effectivement. Ouais. Parfois, c'est des jolis mots, quoi. Voilà. Que ce soit une phrase ou 3 pages, il peut y avoir un problème dans les deux cas. La mission, c'est bien, mais si le comité de mission reste extérieur aux instances de gouvernance de l'entreprise, il va y avoir un problème au moment d'arbitrer. Voilà. Le problème dans tout ça, c'est qu'à un moment, il faut s'interroger sur son modèle. Bien sûr. C'est pas de se dire, j'ai une mission et je vais faire en sorte d'avoir un reporting validé par un organisme tiers indépendant de temps en temps. La question, c'est quand il y a des questions stratégiques qui se posent à l'entreprise, où est-ce et comment on arbitre entre la rentabilité immédiate et les enjeux de long terme. Si les gens qui représentent la mission sont à l'extérieur, ils pèseront moins que s'ils sont à l'intérieur. Et c'est ce qui peut arriver dans l'entreprise à mission, dont une très connue, dont le dirigeant est parti. Il y a plein de raisons d'ailleurs, certainement pas que celle-là. Pas seulement celle-là. Certainement pas d'ailleurs. Mais néanmoins, le fait, c'est un exemple typique, que le fait qu'un fonds d'investissement qui pèse 3%, je crois, du capital de l'entreprise, certes présent au conseil d'administration, puisse finalement remettre en question, potentiellement en tout cas stratégiquement, la marge de l'entreprise, est quand même un sujet. Ça n'arrive pas dans l'économie sociale, ça ne peut pas arriver. Il y a d'autres inconvénients. Mais ça ne peut pas arriver, parce que la mission, elle est durable, elle est consubstantielle. Parce que c'est dedans, la gouvernance. Si c'est à côté, je pense qu'on perd une occasion de faire avancer les choses. Vous l'avez dit, on va terminer là-dessus, il nous reste 1 minute. Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. J'ai l'impression, depuis des mois, que tous les secteurs nous disent « Ah, c'est une opportunité formidable, ça va tout changer ». Vous dites peut-être ça aussi de l'économie sociale et solidaire, mais si on est un peu lucide, est-ce que ça peut vraiment tout changer ? Mais ça change comme ça peut changer en Europe, c'est-à-dire que ça change à petits pas. Tout ceci se fait au consensus sur ces sujets-là. Ça se fait sur des cycles de longue durée. Et nous, à vrai dire, on a confiance dans la présidence française de l'Union européenne, même si on sait que sur la fin, ça va être compliqué à cause de l'élection présidentielle. Il y a la présidentielle, oui. Mais on sait aussi qu'on compte sur la présidence espagnole dans 1 an. Parce qu'on sait que c'est elle aussi, en fait, qui va faire avancer les choses, notamment parce qu'en termes d'économie sociale, elle est très avancée par ailleurs. Donc il faut vivre tout ça sur un cycle long. Et puis il faut actionner tous les leviers. Le Parlement européen comptera, le Conseil économique social européen comptera aussi. Merci beaucoup. Merci Jérôme Sadi. À bientôt sur Merci à vous. Bismart. C'est la chronique Smart Ideas tout de suite.